Je vais donc commencer l'enregistrement. Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Jeudi de la recherche paramédicale proposé par le réseau recherche et innovation paramédicale du GRC Grand Ouest que je représente. Aujourd'hui, la parole est donnée à Jérôme Vigreux pour une présentation de son projet de recherche dont le thème est la prise en charge du surpoids et de l'obésité chez les femmes ayant eu une prééclampsie. Vous pourrez poser des questions après l'intervention qui durera environ 20 minutes. Vous pourrez alors allumer votre micro pour prendre la parole ou saisir votre question en commentaire afin que je les transmette à Jérôme. Le webinaire est enregistré et la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers. Nous vous rappelons que vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion de ces données. Les informations associées au droit d'enregistrement sont détaillées dans le document autorisation webinaire que vous avez reçu lors de votre inscription. Je vais tout de suite donner la parole à Jérôme Vigreux qui va donc nous présenter son projet de recherche. Bon webinaire. Alors, je pense que tout fonctionne. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents en direct et puis ceux qui ne peuvent pas, merci de regarder cette vidéo en replay. Donc, merci pour cette brève introduction. Donc, je me présente, Jérôme Vigreux, diététicien au centre hospitalier du Mans et j'interviens principalement dans le service de néphrologie. Je prends en charge les patients en dialyse et aussi dans le service de l'UIRAV, c'est-à-dire l'unité d'insuffisance rénale avancée, qui prend en charge des patients qui ont une maladie rénale et également des patientes qui ont une prééclampsie. Donc, je suis là pour vous présenter le projet de recherche qui s'appelle POPADIP, qui signifie perte de poids suite à un épisode de prééclampsie par une alimentation dissociée ou équilibrée chez des patients en surpoids ou obèses. Alors, je suis co-investigateur de cette étude. L'investigatrice principale est Françoise Lippi, qui est également une collègue diététicienne dans le service de néphrologie. Alors, je vais vous présenter comment nous est venue cette idée de recherche et puis notre parcours jusqu'à la première inclusion de patientes. Alors, il faut savoir que le service de le professeur Piccoli, qui est très impliqué dans la recherche, ainsi que d'autres néphrologues. Et donc, en tant que diététicien, on s'est questionné sur la recherche et on a voulu faire partie de cette dynamique de service. La prééclampsie est également une thématique importante du service, puisque une étude clinique médicale est en cours. Elle est nommée PRECED et elle permet le suivi des patientes pendant une dizaine d'années. Ainsi, depuis quelques années, on a une augmentation de la file active des patientes suivies en post-prééclampsie. On est à peu près à 410 patientes depuis le début de cette recherche. Ainsi, le suivi diététique a augmenté au fur et à mesure des années. Alors, le but de la prise en charge diététique en tant que diététicien, c'est vraiment de limiter le risque de récidive d'une prééclampsie à une prochaine grossesse et aussi de limiter l'apparition d'une maladie rénale chronique sur le long cours. Les premiers facteurs de risque pour la prééclampsie, c'est vraiment l'hypertension artérielle, l'obésité et le surpoids. En parallèle de tout ça, dans le service de néphrologie et donc de l'UIRAV, on a mis en place un protocole de nutrition, un protocole d'alimentation dissociée pour les patients qui souhaitaient perdre du poids et qui avaient une maladie rénale et qui avaient un échec de perte de poids avec une alimentation équilibrée. Alors, il y a peu de connaissances sur cette alimentation dissociée et les études portent principalement sur des patients ayant une insuffisance rénale chronique de stade 4-5 ou des patients en dialyse incrémentale. Et donc, on a voulu vraiment mettre notre protocole d'alimentation dissociée à profit des patientes ayant une prééclampsie pour limiter les principaux facteurs de risque, notamment le surpoids et l'obésité, afin de limiter justement les risques de récidive à une prochaine grossesse, mais également l'apparition d'une insuffisance rénale chronique au long cours. Donc c'est toujours bien d'avoir une idée en recherche, mais comment la finaliser, comment débuter, on va dire, le travail
pour entrevoir les premières inclusions. Alors nous, on a profité de l'appel d'offres interne du centre hospitalier du Mans. Pour répondre à cet appel d'offres interne, nous avons écrit une lettre d'intention qui est un résumé d'un protocole de recherche. Alors, dans cette lettre d'intention, on a forcément un début de recherche bibliographique qui est très important pour définir le sujet et puis pour avoir le caractère le plus innovant possible au niveau de la recherche. Dans cette lettre d'intention, il faut également écrire l'objectif principal, les objectifs secondaires, ainsi que les critères de jugement qui y font référence. On doit faire le schéma de recherche, les critères d'inclusion. Enfin, c'est beaucoup de mots maintenant que l'on connaît, mais comme nous étions débutants en recherche, on a dû se familiariser avec ces mots. On a dû aussi reprendre un peu les statistiques qui influencent grandement les modalités de la recherche. Pour nous, c'est une recherche de non-infériorité. Donc, on a appris aussi ce qu'était la non-infériorité. L'appel d'offres interne permet également de financer un projet de recherche. Donc, on a calculé le coût, par exemple, des bilans sang, mais également de l'achat de matériel dont on pouvait avoir besoin pour notre recherche. Toute cette écriture de lettre d'intention ne se fait pas tout seul. On a fait appel aux ressources internes du centre hospitalier du Mans. Donc, les néphrologues qui sont impliqués en recherche, mais aussi le biostatisticien qui nous a permis de faire les statistiques. Et puis, le service recherche dans sa globalité qui permet de répondre à différentes questions, et on en avait beaucoup. Donc, nous avons soumis notre lettre d'information à la commission recherche. Et nous avons été lauréats de cet appel d'offres interne, donc là oui, 2021, ce qui permettait de financer notre projet. Alors le financement, c'est une grosse partie de notre projet, mais pour inclure les premières patientes, il faut créer un protocole et une lettre d'information et le soumettre à un CPP, c'est-à-dire un comité de protection des personnes. Alors lorsqu'on a fait la lettre d'intention, on nous avait dit, vous inquiétez pas, le protocole et la lettre d'information, c'est assez simple. Là, vous avez passé vraiment beaucoup de temps sur cette lettre d'intention, donc ça va rouler tout seul. Je pense que c'était vraiment pour qu'on reste motivé parce que ça a été très, 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 très long pour écrire ce protocole et la lettre d'information. Alors, ça a été long, on l'a mesuré un petit peu, en 1 an et 6 mois. On a fait 9 versions pour aboutir à la version finale. Alors, pourquoi tout ce temps? Parce que on était débutants, justement, et il fallait qu'on échange beaucoup entre nous. Possible de faire. Alors, ces échanges se faisaient par l'intermédiaire de réunions qui étaient programmées généralement à l'avance, mais aussi qui se faisaient un peu à la dernière minute, c'est-à-dire lorsque on n'avait pas de patient à prendre en charge. Au lieu de faire nos comptes rendus, on prenait un peu de temps pour avancer dans la recherche, pour rester dans cette dynamique de l'appel d'offres interne, pour essayer d'inclure le plus vite possible nos premières patientes. Alors tout ça s'est fait aussi grâce à l'aide d'une attachée de recherche clinique qui est dédiée au service de néphrologie. Et donc, on posait énormément de questions et on l'a beaucoup sollicité. Alors, peut-être que ce temps d'écriture était un peu plus long que prévu puisqu'on a eu un turnover de l'équipe. Effectivement, on était 4 au début du projet pour cette recherche. Et au fur et à mesure du temps, on a perdu des éléments. Alors, non pas parce que la recherche les a démotivés, mais pour d'autres raisons. Ils ont quitté l'établissement. Et donc, ça a augmenté au fur et à mesure la charge de travail pour ceux qui restaient dans la recherche. Alors, pour l'écriture de ce protocole, on a toujours fait appel aux ressources internes du centre hospitalier du Mans, mais aussi externes, comme la DRCI du CHU d'Angers pour les statistiques, mais aussi pour relecture à la finalisation du protocole et l'aide d'information avant envoi au CPP. Alors, la dernière version permet vraiment de répondre à des questions de mise en œuvre sur le terrain, à des questions simples et pragmatiques, c'est-à-dire qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. Si on a un doute sur ces questions, pour nous, ça veut dire que le protocole et la lettre d'information n'est pas totalement fini et qu'il faut encore travailler dessus, d'où les 9 versions. Alors, au niveau du CPP, on l'a soumis en avril 2023 pour une première séance en mai 2023 et puis des réponses en mai 2023 aussi. Les premières réponses les premières questions du CPP comportaient 24 questions au total, dont 14 questions sur le protocole. Alors,
les questions sur le protocole portaient principalement sur l'innovation de la recherche. Est-ce qu'elle est vraiment innovante? Sur la non-randomisation de l'étude, pour eux, il fallait absolument randomiser cette étude si on voulait que ça soit innovant. Sur la qualification de l'investigateur, effectivement, l'investigateur principal est paramédical et pas médical, donc ça leur posait problème. On a ensuite eu 10 questions sur la lettre d'information portant principalement sur des modifications de termes qu'on avait utilisés, et puis sur le stockage des données. Donc on a répondu à ces 24 questions dans les 12 jours comme prévu. Et malheureusement, on a eu un avis défavorable. Alors c'était vraiment un coup d'arrêt, et puis ça nous a fait un peu mal cet avis défavorable, parce qu'on voulait inclure le plus vite possible et on s'était dit que c'était bon, on avait bien travaillé. Et en fait, pas du tout. Pourquoi cet avis défavorable? Parce qu'on n'avait pas randomisé, et pour eux, pour le comité, cette recherche ne peut faire progresser les connaissances si elle est randomisée. Pour nous, on ne pouvait pas randomiser cette recherche, puisqu'on voulait vraiment que la patiente ait le choix entre le type d'alimentation choisi, c'est-à-dire soit l'alimentation équilibrée, soit l'alimentation dissociée. Et une randomisation n'était pas du tout l'état d'esprit de cette étude. La deuxième raison de cet avis défavorable pour le comité, c'est que l'investigateur principal, n'étant pas médecin, alors qu'on modifie en fait la prise en charge et donc la prise en charge courante de ces patientes, il fallait absolument que l'investigateur principal soit médecin. Ça sous-entend un petit peu que dès que l'on fait une étude interventionnelle sur un patient, la recherche paramédicale n'avait aucun sens, alors que lors de notre réponse au CPP, on avait mis des co-investigateurs, justement, des néphrologues impliqués dans la recherche, pour essayer de faire balancer cet avis défavorable en notre faveur, mais ça n'a pas suffi. Donc on avait un mois pour savoir ce que l'on faisait. Donc on a questionné le service recherche et on a décidé de resoumettre le protocole et la lettre d'information, alors bien sûr avec les modifications de ce CPP, à un autre CPP. Alors ceci a eu lieu en août 2023, la nouvelle soumission, et puis on a eu une séance fin août 2023 avec seulement 5 questions à notre grande surprise par rapport aux 24 précédemment. Donc nous avons répondu à ces 5 questions et nous avons eu cet avis favorable. Alors pour nous, c'était une super bonne nouvelle. Ça concrétisait un peu tout l'investissement en temps et mis en œuvre depuis c'est 1 an et demi et un peu plus si on prend l'appel d'offres interne. Et donc on a pu commencer les inclusions. Alors on n'a pas commencé les inclusions tout de suite non plus. On avait quelques détails à régler, notamment le CRF à finaliser, et puis finaliser un peu le matériel qu'on allait utiliser, l'organisation sur le terrain. Donc la première inclusion a eu lieu en novembre 2023, le 2 novembre plus précisément, et actuellement nous sommes à 15 patientes incluses sur 60. En 3 ans, nous devons inclure 60 patients, donc nous pensons pour l'instant atteindre ce chiffre sur les 3 ans. Alors, je vous parle du projet de recherche depuis le début, mais quels sont les objectifs de Popadip? Alors, l'objectif principal de cette étude est de démontrer l'efficacité d'une prise en charge diététique personnalisée sur la perte de poids chez des patientes avec des antécédents de prééclampsie, avec comme critère de jugement principal qui se rapporte justement à cet objectif, la mesure du poids à 1 an et 2 ans de la prise en charge. Il existe plusieurs objectifs secondaires à cette étude, notamment le premier objectif qui est d'améliorer l'image corporelle et la qualité de vie de ces patientes. Ceci se fait par le biais de 2 questionnaires, le questionnaire MBSRQAS et EGVOD, qui sont des questionnaires validés en français. Le deuxième objectif secondaire est de maintenir et d'améliorer la composition corporelle et la force musculaire. Ceci se fait par le biais d'un impédance-mètre pour évaluer la masse maigre et la masse grasse, tandis que la force de préhension est forcément évaluée par le NGRIP, qui est fréquemment utilisé dans les hôpitaux. Le dernier objectif secondaire est d'estimer l'adhérence à l'alimentation choisie. Alors, on a choisi de faire un pourcentage de patientes en pair protocole par rapport au nombre de patientes incluses au total dans cette étude. Alors, comment on a vécu cette expérience jusqu'à maintenant?
Alors déjà, commençons par du positif. C'est une expérience très, très, très enrichissante nous, on connaissait vraiment rien du tout à la recherche, dans le sens où il y a plein de termes qu'on ne connaissait pas. On connaissait que le mot recherche et puis, les publications. Donc c'est un monde entier qui s'est ouvert et on avait beaucoup de choses à apprendre et on en a encore beaucoup. Alors, on a rencontré quelques difficultés. Je dirais la première, c'est que en tant que paramédicaux diététiciens, on a peu de sensibilisation à la recherche. Dans le sens où dans notre formation initiale, on a peu de sensibilisation à la recherche. Et puis, quand j'entends parler certaines collègues, bah, on n'est pas médecin, donc c'est un peu compliqué de faire de la recherche. On n'a pas beaucoup de temps, ce qui est vrai aussi. Les articles sont en anglais, donc c'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc on a plein de choses qui font que bah, ça freine un petit peu. C'est pas qu'on n'a pas les idées, c'est qu'on pense que c'est pas possible. Et c'est vrai, heureusement que nous on a eu l'appel d'offres interne pour se lancer, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. On a une absence de temps dédié pour faire la recherche, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. C'est assez compliqué et il faut trouver le temps. Turnover de l'équipe d'études, évidemment, comme je vous le disais, on passe de 4 diététiciens au début à 2 lors de la validation du protocole. Donc ça a augmenté la charge de travail et c'était pas si évident que ça à manager à la fin. On a une difficulté aussi dans la suivi de commandes de matériel. Effectivement, on n'avait pas un référent sur les commandes de matériel. Donc quand on appelle quelqu'un pour commander le matériel, ça arrive à un autre endroit lorsque le matériel arrive, si on sait qu'il est arrivé. Puis après, il faut qu'il arrive sur le lieu de la recherche, qui était la néphrologie pour nous. Après, il faut qu'ils soient installés, il faut appeler le service d'informatique. Enfin, ça a été assez long au final. Et ça a été une difficulté parce que c'est toujours du temps perdu qui n'était pas destiné à faire avancer le protocole et la lettre d'information notamment. Alors, au niveau de la réussite, parce qu'on a quand même réussi à faire les inclusions, donc ça veut dire qu'on a quand même mené à bien ce projet. Pour nous, il faut un sujet innovant, même si c'était un caractère de critique du premier comité, le premier CPP. Il faut vraiment bien lire la bibliographie et bien définir l'objectif de la recherche pour qu'il soit le plus innovant possible, ce sujet. Ensuite, il faut une équipe qui participe à la recherche, qui doit être soudée et motivée, dans le sens où parfois on a des coups de moins bien, on est un peu moins motivé, on se dit que ça va être long. Sur les 4 ou sur les 3 au fur et à mesure du temps, on avait une personne qui arrivait à faire ressortir un peu plus de motivation. Et lorsqu'on a eu le refus du premier CPP, il fallait quand même qu'on reste soudés et qu'on se dise on va au bout du projet. Et c'est pas parce qu'on a eu un refus qu'on va s'arrêter. Programmer les réunions d'avancement avec flexibilité, c'est vraiment important ce mot flexibilité, parce que programmer des réunions, c'est bien, mais des fois on a des annulations de patients. Parfois on a un peu plus de temps en fonction des journées et c'est pas prévu, mais c'est vraiment là où on peut avancer sur le projet. Et il faut vraiment garder cette dynamique. Tant que on a cette envie de vouloir faire, c'est assez facile d'organiser des réunions. On passe un coup de téléphone et rien qu'à 2, on peut avancer sur le projet. Et puis après, on communique avec les autres personnes qui pouvaient peut-être pas être là, malheureusement, mais ça permet de faire avancer. Important aussi, tous les soutiens de professionnels internes à l'établissement, tout ce qui est médecin, ARC, tech, service recherche, biostatisticiens. Il faut vraiment les solliciter parce que c'est eux qui connaissent la recherche. Nous, on était vraiment débutants et c'est eux qui nous aiguillent au mieux. Et dès qu'on a un petit doute, c'est mieux de poser la question que d'attendre et puis d'être bloqué et puis ou sinon d'avoir travaillé et puis en fait on doit tout recommencer. Donc vraiment ne pas hésiter à poser les questions. Et pour finir, pour nous, il faut profiter de l'appel d'offres interne pour se lancer. Alors d'une part, se lancer parce que on ne connaît pas grand-chose à la recherche, donc ça peut être intéressant de commencer à tâter un petit peu ce monde. Et puis aussi, si on arrive à bien faire une lettre d'intention, de financer le projet, et donc c'est tout gagné pour nous, c'est-à-dire qu'on a le financement, et il suffit, entre guillemets, nous ça a mis 1 an et demi, mais il suffit de faire le protocole et la lettre d'information pour commencer après les premières inclusions. Voilà ce que je peux vous dire sur le projet Popadip actuellement. Je suis à vous pour les questions
et qui, j'espère, seront nombreuses. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation de ton projet, de votre projet de recherche. Je regarde tout de suite sur le chat si nous avons des questions. Je ne crois pas. Donc, je laisse la parole aux professionnels qui sont connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il n'y a pas de questions, moi je n'ai peut-être que d'une, en tout cas au moins deux. Jérôme, effectivement, on a vu que la porte d'entrée pour le projet que vous avez pensé a été l'appel d'offres interne. Peux-tu nous dire comment finalement est-ce qu'il y avait des référents? Est-ce qu'il y a une unité de recherche au sein de l'établissement? Comment avez-vous eu connaissance finalement de cet appel d'offres interne? Alors, l'appel d'offres interne, dans mes souvenirs, on a eu deux canaux différents. On avait cet attaché de recherche clinique qui était dédié à la néphrologie et qui nous a parlé de cet appel d'offres interne et donc sans plus nous dire de participer, mais voilà, que ça pouvait être intéressant si on voulait participer à la recherche. Et puis on a reçu également un mail en interne en disant à tout le monde, euh, voilà, il existe l'appel d'offres interne, vous pouvez soumettre un sujet et puis c'était vraiment libre à tous. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet appel d'offres interne, c'est que on n'a pas besoin d'être médecin pour y répondre. Et après, il faut vraiment ne pas hésiter à poser les questions à celui ou celle qui nous envoie le mail parce que ils vont forcément avoir des informations à nous donner pour comment écrire cette lettre d'intention et ils vont avoir forcément toutes les solutions. Le plus important, c'est l'idée de départ et après, on est forcément aidé pour l'écriture de la lettre d'intention. Bien, merci. Donc, effectivement, des ressources institutionnelles qui sont présentes avec des canaux de communication voilà, simples. Hein, on envoie des mails et oser, comme tu le dis, questionner finalement les personnes qui nous transmettent ces informations. Alors, j'avais aussi donc une deuxième question concernant effectivement l'évaluation du comité de protection des personnes où on constate qu'il faut aller au-delà d'un refus, en tout cas, euh, et se saisir voilà, des questions qui nous sont posées, mais les utiliser comme des leviers pour finalement peut-être représenter. À ce moment-là, quelle a été votre force, enfin vos forces pour aller au-delà de ce premier avis défavorable finalement? Alors, je pense que le fait d'être, on était trois à ce moment-là dans le projet, le fait d'être trois, ça nous a aidés parce que chacun réagit un peu différemment à cette mauvaise nouvelle, on va dire, puisque ça faisait 1 an et demi qu'on était sur le projet et on s'était dit qu'on avait tellement bien travaillé, mais en fait non, on avait tellement bien travaillé que c'était forcément favorable, sachant qu'on était lauréat de l'appel d'offres interne. Donc on s'est dit, bah, en interne, c'est un sujet innovant qui est financé, donc normalement, ça devrait bien se passer. Et en fait, pas du tout. Et après, on s'est concerté, on a dit, mais est-ce qu'on a vraiment envie que ça soit randomisé? Est-ce qu'on a vraiment envie que ça soit un médecin qui soit l'investigateur principal? Et on s'est un peu, nous trois, concertés en disant, non, il faut que ça reste paramédical et on ne veut pas que ça soit randomisé. Et si on a encore une chance, autant la tenter, cette chance, et après, on réfléchira. Donc, ça, c'est pas que ça va pas durer longtemps, mais on n'a pas longtemps non plus hésité en disant, ben, si on a une seconde chance, on va essayer cette seconde chance, sachant qu'on avait mis des co-investigateurs néphrologues et on n'avait pas non plus renié tous les médecins, c'était vraiment c'était notre thème de paramédicaux et on voulait vraiment que ça reste le plus possible. Un vrai travail d'équipe, quoi. Exactement. Je pense que si on est tout seul, c'est pas la même chose parce que si on le
si on le perçoit comme un échec, c'est plus difficile de rebondir, et d'autant plus si on est tout seul. Là, on avait aussi le service recherche qui était à nos côtés en disant, bah, voilà les solutions qui s'offrent à vous. Nous, on pense que c'est possible de le resoumettre. Donc voilà, on a quand même aussi été aidé dans ce sens. Alors, je vois que nous avons une main levée, Emmanuel Lecomte. Donc, je te laisse la parole. Bonjour Jérôme. Bonjour. Euh, Juste effectivement sur l'aide de la plateforme de recherche clinique, ça c'est indéniable, effectivement, et vous avez raison de le souligner, la chance d'avoir des professionnels formés et avertis sur la recherche. Est-ce que, parce que dans le cadre du réseau, on travaille aussi sur l'encadrement, est-ce que votre encadrement a aussi été facilitateur pour votre projet de recherche? Alors, au début de notre recherche, c'était vraiment pour nous, hein, les médecins du service de néphrologie qui nous ont conditionnés, on va dire, dans la recherche. Et après, le fait d'avoir une attachée de recherche clinique vraiment dédiée au service de néphrologie, ou qui passait en tout cas régulièrement dans le service de néphrologie, c'est principalement eux qui nous ont aidés le plus possible. Après, au fur et à mesure des versions de protocole et du temps, on a un peu plus de visibilité et on voit un peu plus comment ça s'organise dans le centre hospitalier. Mais au début, on n'a pas toutes ces ressources-là, effectivement. Je pense que ça serait intéressant d'avoir une vision plus globale. Alors, est-ce que c'est l'appel d'offres interne ou hors appel d'offres interne, mais vraiment qu'on ait un peu le fonctionnement et qui appeler, quand, comment, pourquoi. Je pense qu'on peut faire mieux encore pour savoir, pour avoir le maximum de ressources possibles au début. Merci. On arrive à la fin donc de ce webinaire. Merci encore, Jérôme, pour la présentation faite ce jour. Vous retrouverez donc ce webinaire en replay sur le site larechercheparamédicale.fr. N'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez connaître les différents travaux, vous pouvez aussi accéder sur ce blog aux différents travaux, aux informations, aussi notamment en termes de formation, voilà, d'appel à projet. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et aussi la carte e où je vous engage tous à vous inscrire, même si vous êtes novice. Voilà, ça vous permet aussi de connaître les professionnels qui, sur votre territoire, sont intéressés par la recherche médicale. Je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt sur le réseau de recherche paramédicale.